Et du point de vue politique même, c'est-à-dire que du point de vue des partis politiques, je crois qu'il faut aussi encourager tous ceux qui sont des responsables politiques, parce qu'ils concourent à l'expression de la démocratie au plan électoral, au plan de la construction du pays. Il faut les encourager. Je ne pense pas qu'il faut mettre une certaine pression aux partis politiques. Il faut les laisser. Je crois que tout le jeu électoral se joue au niveau des citoyens. Et lorsqu'on est sûr de ce qu'on a la légitimité des populations, on gagne une élection de manière très facile. Mais lorsqu'on n'est pas sûr, on peut donc concourir à d'autres moyens que je n'apprécie pas souvent très personnellement. Je ne pense pas qu'il faut chercher à ce niveau-là pour gagner une élection. Il faut plutôt aller vers les populations, parce qu'au-delà de tout, ce sont ces populations-là que nous cherchons à améliorer les conditions, et c'est pour ces populations-là que nous sommes censés travailler lorsque nous sommes des acteurs politiques. D'accord. Voilà une réponse pertinente. On aimerait savoir, là vous avez parlé de liberté, de laisser l'être humain se mouvoir, de choix, de démocratie. Rappelez-nous une chose, Monsieur Raoul, en 2020, lors de la récente municipalité, vous êtes élu adjoint au maire. Premier adjoint au maire. Premier adjoint au maire. Tout à fait. Quelques mois plus tard, je vais mettre entre guillemets, vous désistez. Pourquoi? Alors, c'est ce qui a été dit à l'opinion publique, que j'avais démissionné. Mais je peux vous dire qu'il n'existe aucune lettre où j'ai effectivement démissionné. C'est des choses que nous avons prises avec beaucoup de recul et avec beaucoup de conseils aussi des aînés. Je pense que c'est un épisode pour nous passer. Mais j'ai été élu brillamment. D'ailleurs, je n'avais aucun adversaire lorsque j'ai été élu premier adjoint au maire. J'étais censé encore être en poste. Il y a eu ce qu'il y a eu, mais je crois qu'avec beaucoup de conseils que nous avons reçus des aînés, nous aurions dû porter cette affaire à la chambre administrative. Mais nous avons laissé, et je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont là, ils travaillent et ils doivent continuer à travailler. Nous nous occupons à autre chose. D'accord, et là on fera référence à votre double casquette politique et financière, si vous le sentez bien, en tant que président déjà des sections du RDPC, directeur financier au BUNEC. Comment est-ce que vous conciliez ces deux rôles pour servir la population principale de la Moufouafamba Centre? Alors, c'est deux statuts qui ne sont pas opposés. Je suis directeur des affaires administratives et financières. C'est ce que les gens aiment trop, le côté financier. Il y a d'abord administratif, parce qu'il y a aussi les papiers, il y a les relations avec les autres structures, que je dois assurer une certaine responsabilité sous la coordination ou les instructions de monsieur le directeur général du BUNEC. Donc, je suis parallèlement, comme vous l'avez si bien dit, président de la section RDPC de la Moufouafamba, donc ici en Kola Famba. Alors, comment je concilie les deux? Je ne trouve pas trop de soucis à ça, parce que, comme je l'ai dit, il y a d'abord une liberté au Cameroun. Nous sommes aussi bénéficiaires de cette liberté-là. En tant que DAF du BUNEC, rien ne m'empêche d'être un acteur politique au plan de la réglementation. Donc, j'ai aussi droit à une opinion. Donc, je suis donc président de section. Et je trouve toujours du temps pour assumer mes responsabilités de président de section, parce que je consacre plus mon temps de week-end à mes responsabilités politiques. Et lorsqu'il y a une coïncidence entre ces responsabilités-là et celles liées à mon statut d'agent de l'État, je sollicite la bienveillance de ma hiérarchie, et qui me l'a toujours accordé, parce que tout cela aussi, ils sont conscients que ça concourt au développement du pays. Donc pour l'instant, il n'y a pas de problème à ça. À dire que quand c'est nécessaire, vous aurez la casquette d'homme politique. Quand tout à fait. Vous êtes directeur des affaires. Effectivement, je crois que ici d'ailleurs, je suis davantage venu comme président de section RDPC. Je n'ai pas été mandaté par ma hiérarchie pour parler du BUNEC. Donc, je trouve toujours du temps. Mais on peut brosser un tout petit peu. Non, chez nous au BUNEC, il n'y a pas de mystère à dire un ou deux mots à cela, pour autant que ce que nous disons soit pertinent et que cela soit conforme à ce que notre hiérarchie pense et ce que notre hiérarchie fait.
Outre les différents meetings que vous avez brillamment menés sur le terrain, il y a des visuels, nous avons assisté à certains. Quelle autre réalisation phare de votre section RDPC pensez-vous citer pour illustrer un exemple de l'impact du parti dans votre circonscription? Alors, je crois qu'il y a une confusion que beaucoup de gens font sur le rôle des présidents de section. Nous ne sommes pas là pour développer les services publics ou alors pour résoudre les problèmes de population au plan de leur développement. Nous sommes là, nous sommes des acteurs, nous sommes des ouvriers d'un parti politique. Et comme vous savez, le parti politique concourt dans un premier temps à la conquête du pouvoir. Donc nous devons veiller à ce que dans notre unité politique, que le RDPC soit toujours prêt à gagner une élection et que le RDPC sorte gagnant, que tous ceux qui sont investis par le RDPC trouvent un terrain favorable en Kola Famba. Ok, mais que faites-vous concrètement? Donc ça, je veille. Donc sur ce plan-là, je veille. Je travaille tous les jours avec mes 32 présidents de sous-section, donc 32 x 3. Je travaille avec mes 88 comités de base au quotidien. Ce que nous essayons de faire, c'est l'éducation politique. Il faut toujours être le relais de toutes les actions que les pouvoirs publics mènent, étant donné que c'est le pouvoir du renouveau qui gère le pays. Donc, nous devons être capables de vendre ces actions-là auprès des militants. Nous devons être capables de rassurer les militants à la base de ce que les hommes d'État qui sont là au sommet et qui sont portés par le RDPC travaillent pour leur bien-être. C'est ce que nous faisons. Nous devons aussi contribuer à les sensibiliser sur leur rôle quant à la construction de ce pays-là, notamment en matière de droits et devoirs des citoyens. Il faut que, voilà, une échéance électorale qui arrive, il faut qu'ils s'inscrivent déjà sur les listes électorales. Il faut qu'ils se préparent au moment venu à aller voter. Et il faut surtout qu'ils écoutent les messages. Parce que de plus en plus aujourd'hui, nous avons des citoyens qui écoutent beaucoup. Même quand ils n'écoutent pas, ils sont tout au moins influencés par les réseaux sociaux. Il faut donc leur apporter à chaque fois la bonne information. Il faut être capable à chaque fois de les rassembler parce qu'il ne faut pas aussi trop les laisser à la disposition de ces discours qui foisonnent parfois l'espace public. Il faut les rassembler, il faut créer des espaces de discussion. C'est ce que nous faisons. Donc, maintenant, nous accompagnons aussi, ça c'est notre mission en tant que membre de section, responsable des organes du bas du parti. Nous accompagnons les pouvoirs publics, l'autorité administrative qui est là. Lorsqu'elle a besoin de nous, nous devons l'accompagner. Les chefs traditionnels, nous devons accompagner monsieur le maire qui est là. C'est d'abord le maire de la République avant d'être un maire investi par le pouvoir. Donc voilà nos missions et je crois que c'est ce que nous faisons tous les jours et nous allons continuer à le faire. D'accord. Monsieur le Président, à la demande de vos militants, de vos sympathisants, est-ce qu'on peut ressortir quelques enjeux socio-économiques de votre impact réel dans la Famba? Alors, je vous disais globalement ce que nous faisons, mais je n'aime pas trop citer certaines réalisations parce que là, elles se confondent aussi parfois à notre rôle d'élite, de celui-là qui pense avoir reçu quelque chose et qui a le devoir de partager. Voilà comment je conçois une élite. Une élite de celui-là qui pense avoir reçu quelque chose et qui a le devoir de partager ce qu'il a de mieux avec les autres. Et dans cette posture-là, utilisant donc cette casquette du parti, nous sommes par exemple en train de construire la maison du parti de Nkola Famba, de la Moufouafamba Famba Centre. Elle évolue au rythme qu'elle devrait évoluer, avec les moyens que les militants apportent et ce que nous-mêmes nous apportons. Notre ambition est que d'ici le lancement de la campagne présidentielle, qu'on puisse aller inaugurer cette maison-là ou tout au moins procéder à un meeting à l'esplanade de cette. Donc voilà une infrastructure qui est en train d'être réalisée grâce à nous. Autre chose que nous avions apporté, comme je vous disais, c'est une confusion entre rôle de président de section et d'élite. Nous avons par exemple dans le cas des écoles, plusieurs écoles dans cet arrondissement apporté des dons à Antol,
Il y a une école où on a apporté des tôles. Elle a été réhabilitée? Oui, elle a été réhabilitée. Nous avons apporté une trentaine de tôles. Nous avons apporté des fournitures scolaires aux enfants à la rentrée scolaire. Nous avons accompagné, vous savez qu'aujourd'hui, là, certes, nous sommes dans une république, les concours administratifs des forces de maintien de l'ordre sont ouverts à tous les Camerounais sans distinction. Mais au niveau du Nkolo Famba, qu'est-ce que nous faisons? C'est que nous mobilisons des moyens pour accompagner les jeunes à faire des dossiers. Parce que parfois, il y a des jeunes qui veulent faire des dossiers, qui n'ont pas le soutien financier qu'il faut. Donc, et beaucoup, grâce à nous, nous ont témoigné leur reconnaissance pour cela. Nous organisons aussi pendant les vacances des championnats pour cette fois-là occuper la jeunesse pendant les vacances pour qu'elle ne se laisse pas aller dans d'autres activités parfois très utiles, non utiles. Donc voilà globalement ce que nous faisons. Bon, sans oublier qu'à chaque meeting, nous posons une action. Comme très récemment, nous avions apporté du matériel d'entretien des routes à toutes nos sous-sections qui sont dans la zone rurale. Parce que vous savez que dans la zone rurale, l'État fait un grand effort avec la mairie pour entretenir déjà les routes. Mais on a observé qu'après quelques mois d'entretien, les populations laissent ces routes parfois à l'abandon. Donc, ce que nous avons fait au dernier meeting, c'était d'acheter une brouette, des machettes, des houes, des dabas que nous avons donné aux sous-sections. Et nous avons fait une descente de terrain après pour les sensibiliser que vraiment, il faut qu'elles accompagnent l'État dans l'entretien de cette infrastructure. Donc voilà globalement ce que nous faisons. Merci. De manière factuelle, et si on parle un tout petit peu de la décentralisation et la gouvernance locale, nous sommes dans la Moufouafamba Famba Centre, si on ne se trompe pas. Le Cameroun promeut la décentralisation, ça on le sait déjà. Mais comment le RDPC accompagne-t-il cette dynamique dans la Moufouafamba, dans votre bastion, et quelles réformes vous souhaiteriez, par exemple, réhabiliter ou encore accélérer? Alors, madame, j'aime toujours le dire dans mes petits milieux, parce que nous, on est dans le bas, le milieu, c'est que la décentralisation est un enfant du renouveau. C'est une œuvre du renouveau. Figurez-vous, avant l'avènement du renouveau, donc en 1982, le Cameroun n'était pas un État décentralisé. C'était un État où il y avait des unités, des collectivités territoriales qui existaient déjà, mais sans une politique véritablement de décentralisation. Donc on peut attribuer, et on devrait, je l'ai d'ailleurs dit dans un petit document lorsqu'on faisait la campagne en 2011, campagne présidentielle en 2011, que le chef de l'État, son excellent Paul Biya, est le père de la décentralisation camerounaise. Parce que c'est lui, dans son libéralisme communautaire, son nouveau libéralisme, qui évoque d'abord la volonté d'aller vers une plus grande décentralisation du pouvoir en disant qu'il faut la création des collectivités territoriales. Et cela va se matérialiser avec la Constitution du 18 janvier 1996 qui consacre donc le Cameroun comme un État unitaire décentralisé. Donc la décentralisation, c'est un moyen par lequel le renouveau a pensé que le Cameroun va vite se développer, notamment au niveau de la base, parce que son objectif c'est la promotion du développement local à la base, la promotion de la gouvernance, comme vous l'avez dit, donc la bonne gestion des affaires publiques, et la promotion de la démocratie. Donc aujourd'hui, on voit les fruits de cette politique-là au niveau de la base. On voit les points d'eau partout, on voit l'électrification rurale qui avance à grands pas, on voit l'entretien des routes par les maires, on voit la construction des écoles, on voit même de plus en plus aujourd'hui des grands projets que certains maires engagent, tels que les infrastructures économiques. Dans certaines collectivités, on a des grands champs que des maires mettent en place. Il y a des unités d'économie mixtes que certains maires mettent même en place. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut continuer à applaudir cette politique du renouveau. Et il faut, comme le dit d'ailleurs le gouvernement, sur la très haute impulsion du chef de l'État, il faut davantage l'accélérer parce qu'on a vu le bien fondé de ce que cette décentralisation a apporté dans notre pays. D'accord. Si on vous donnait la possibilité de changer quelque chose dans cette réforme-là, ce sera exactement quoi? La possibilité, c'est d'abord
de la rendre effective du point de vue financier, parce que c'est le nerf de la guerre, hein, avant tout, parce que il faut renforcer la décentralisation financière par le transfert de plus de ressources aux collectivités. Et il ne faut pas seulement transférer les ressources aux collectivités, il faut davantage les rendre responsables. Moi, je suis de ceux qui pensent que il faut rendre l'homme responsable de ses actes. D'accord. Et autonomiser aussi les unités de contrôle. C'est-à-dire, on rend les maires responsables de la décentralisation et on laisse les unités de contrôle jouer leur rôle. Ceux qui s'amusent avec la fortune publique, ils répondent directement. C'est-à-dire qu'on nous laisse ce discours-là selon lequel les maires ne sont pas expérimentés, ils n'ont pas d'expérience, le personnel communal a fait ceci ou cela. Non. Il y a des gens qui arrivent ministres, je ne sais pas s'il y a à l'école pour être ministre quelque part. C'est un aîné qui le dit souvent. Que je ne sais pas s'il y a une école où on envoie d'abord les gens pour devenir ministre. Il n'y a pas aussi une école où on va envoyer des gens pour apprendre à être maire. C'est des hommes publics qui arrivent là et qui sont responsables. Et il faut les mettre face à leurs responsabilités. Ceux qui s'amusent, on leur envoie là, on doit les envoyer. Ceux qui vont véritablement jouer le jeu, et on verra ce que la décentralisation va apporter. Donc pour moi, s'il faut continuer à mettre un accent, c'est sur la décentralisation financière et sur la liberté de contrôle. Pas les organismes qui doivent jouer le contrôle, c'est-à-dire les magistrats. Il faut les rendre libres de procéder à des interpellations, tout aussi en sachant qu'eux-mêmes aussi peuvent être interpellés, parce qu'il ne faut pas qu'en rendant les unités de contrôle trop libres, qu'ils pensent qu'ils peuvent aller au-delà, où ils ont trop de pouvoir. Donc il faut construire des mécanismes de manière à ce que les gens soient suffisamment responsables, non seulement par leurs actes, mais devant aussi des organes de contrôle. D'accord. Là, on parle de la notion de responsabilité. Oui. Mais nous avons mené une enquête de prospective, naturellement. Oui. Et il en sort de cette enquête que certains acteurs politiques et naturellement certains sympathisants et militants dénoncent ici dans la Neuf-Fois Famba un manque de pluralisme dans les instances locales. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? Alors, je pense que c'est une construction, hein, madame. Il ne faut pas que les gens veulent aussi aller plus vite au risque de nous voir déraper de la vision même que le renouveau voudrait voir de la décentralisation. Pourquoi on n'observe pas encore le pluralisme dans les conseils municipaux, en fait? C'est parce que la décentralisation, elle se met d'abord en œuvre dans le cadre d'une unité qu'on appelle une commune, la plus petite collectivité. Et dans cette commune-là, on trouve qu'il y a des communautés qui existent depuis des lustres. Donc, et lorsqu'il faut faire une répartition des conseillers municipaux dans ces unités-là, on ne va pas aller chercher loin. Ce sont ces communautés-là qui vont s'investir, qui vont se déployer. Et maintenant, depuis un certain temps, dans la Neuf-Fois Famba, on assiste à une très grande urbanisation. Oui, l'urbanisation est là, elle est même effective. D'autres communautés sont donc arrivées. Ce que je vais dire dans ce sens-là, c'est qu'il faut que les gens s'investissent d'abord en politique. Vous savez, madame, c'est frustrant de trouver que des gens sont investis politiquement et que juste par le fait qu'il faut une représentation de toutes les communautés, qu'on prenne des gens qu'on ajuste, alors que politiquement, ces gens ne s'investissent pas encore. Et c'est l'erreur que, permettez-moi de le dire, que de plus en plus le RDPC commet dans certaines unités. C'est-à-dire que on vient frustrer parfois les communautés locales qui sont là pour investir d'autres forces qui, sur le terrain, n'ont pas encore prouvé qu'elles peuvent apporter quelque chose dans la conquête du pouvoir par le RDPC. Et je pense que c'est davantage sur ces critères-là qu'il faut faire une évaluation. C'est-à-dire que, comme en Kola-Famba, par exemple, nous savons que nous avons déjà une très grande zone urbaine. Je puis vous dire que nous avons beaucoup de communautés observatrices de la chose politique. C'est-à-dire que lorsque nous faisons même des meetings qui sont ouverts, c'est avec beaucoup de difficultés que ces gens viennent pour montrer leur soutien.
Et vous savez qu'en politique, on a toujours peur des oiseaux de nuit, là. Ils sont avec vous en journée et dans la nuit, ils sont avec d'autres chapelles. Donc, on doit faire attention. Moi, je suis pour l'ouverture, mais pour autant que cette ouverture se mette en place en considération des forces politiques, de ce que les gens apportent pour la conquête du pouvoir. Parce qu'au-delà de tout, c'est que quand on ouvre les conseils municipaux, c'est pour assurer la victoire. Alors, si en prenant des gens, c'est pour nous faire battre plutôt, vaudrait mieux fonctionner avec ce dont nous sommes sûrs. Donc, moi, je pense qu'il faut que si les gens se plaignent, nous continuons à dire, notamment en Nkola Famba, que nous sommes ouverts. D'ailleurs, vous avez vu, ici en Nkola Famba, nous sommes allés installer tout un comité de bar au marché. Et celui qui en est le président est un leader d'une autre communauté. C'est une preuve que nous ouvrons le parti. Nous travaillons avec, et même au bureau, dans mon bureau de section, nous avons des frères et sœurs qui sont originaires d'autres régions. Oui. Mais ce que nous leur disons déjà à eux-mêmes, c'est qu'ils ne sont pas là pour discuter encore la même base politique que moi qui sors de la brousse. Ils sont là pour m'apporter les voix de leur communauté dont ils sont censés représenter. Et c'est ça le challenge. Et je crois que c'est là où nous pensons que c'est là où il faut orienter l'évaluation. Si les communautés ne sont pas intégrées, interroger plutôt leur contribution dans la conquête du pouvoir dans cette localité par le RDPC. Par votre formation politique, sur 32 sous-sections, vous l'avez dit, oui. Quelle est la place de l'opposition dans la Moufouafamba, Monsieur le Président? Alors, je ne vais pas nier que l'opposition n'est pas là. L'opposition est là. Ils sont d'ailleurs libres de continuer à exercer leur pouvoir. Il n'y a aucune menace aux opposants dans la Moufouafamba. D'ailleurs, il y a des frères qui sont dans cette affaire-là d'opposition. Et nous sommes d'ailleurs ensemble avec eux tous les jours. Nous buvons, nous partageons des choses. Donc, l'opposition a sa place. Et comme je l'ai dit, et ça, c'est même pas moi qui le dis, c'est le chef de l'État qui l'a dit, son excellent Paul Biya, l'opposition concourt à l'expression de liberté, de la vitalité. C'est la preuve de la vitalité de notre démocratie. Donc, ils sont là, ils travaillent. Je sais que le PCRN est là, les jeunes sont davantage tournés vers le PCRN parce que c'est aussi un jeune qui est à la tête de cette formation politique. Les jeunes dans la Moufouafamba sont aussi tournés vers Jouvence, mais beaucoup plus du côté de l'université là-bas. D'ailleurs, ils étaient candidats à la dernière élection municipale de ce côté. Oui. Et ils ont fait d'ailleurs un bon score aussi. Du point de vue de l'environnement de la Moufouafamba, avoir une partie d'opposition, avoir ce score qu'ils ont eu à soi, je crois que c'est la preuve qu'ils sont très dynamiques. On a aussi entendu parler de l'ANDP du côté de certaines communes à l'ouest là-bas, dont Lenguina et autres. Il y a un autre parti qui est là, mais qui n'est pas très visible, mais nous savons qu'il est là. C'est le MRC. Monsieur le Président, nous apprécions le fait que vous citez tous ces différents partis de l'opposition qui sont dans votre, je vais dire dans votre circonscription. Mais si on revenait un tout petit peu ici au Carrefour Kouaban, je voulais dire, à l'entente que nous avons mené une enquête. Oui. Et dans notre enquête, il en ressort également que juste au Carrefour Kouaban, nous avons tout un siège social. On espère qu'ils n'ont pas encore déménagé. Bon, tout un siège social. Comment est-ce que vous gérez le fait de vous lever tous les matins et de voir le PCRN sur un immeuble, sachant que c'est votre endroit en fait, votre passion? Oui, je vous ai dit que c'est la preuve de la vitalité de notre démocratie. Vous n'avez pas un sentiment d'échec? Non, madame, j'ai pas... En réalité, je pense que le RDPC ne deviendra pas très grand parce qu'on va faire des scores soviétiques. Je ne suis pas d'ailleurs de ceux qui pensent qu'il faut faire les scores de 99, 100% et autres pour montrer que... Non, je ne pense pas ça, madame, parce qu'au-delà de tout, il y a des différences, et même dans nos familles. Vous savez, vous êtes né d'un même parent, parfois, vous prenez deux chemins différents. Donc, lorsqu'on veut même afficher ce genre de score, c'est la preuve qu'il y a un problème quelque part. Donc, ça ne me gêne pas, ils sont là, ils travaillent. Mais... vous savez aussi que votre évaluation devait ressortir que c'est le RDPC qui a gagné la dernière élection. Et ils étaient déjà là.
Je crois que depuis la création de notre commune... C'est une promesse alors que vous faites à vos Non, militants. c'est pour vous dire qu'ils ont toujours existé. Ce que je voudrais dire, c'est qu'ils ont toujours existé. Mais maintenant, est-ce que leur existence est de manière à concurrencer véritablement le RDPC? Je ne pense pas encore qu'ils ont ces moyens-là de nous concurrencer. Voilà qui est bien dit. Nous allons prendre une légère transition. On se retrouve juste après. D'accord. De l'opposition et certaines mauvaises langues pensent que vous êtes sûr de la défaite du PCRN ou alors des autres partis d'opposition parce que quelque part vous les tenez, quelque part vous marchez ensemble. On vous voit d'ailleurs, là vous ne pouvez pas nier. Oui, je vous ai dit que nous sommes d'abord une famille. Kola Famba, il y a quelques années, c'était ce qu'on appelait une commune rurale. Donc, ceux qui sont dans le PCRN sont des frères, sont des cousins de notre arrondissement. On ne va pas cesser de les saluer ou de marcher ensemble parce qu'ils ont d'autres convictions politiques. Donc nous marchons ensemble. Je peux même vous dire que nous buvons ensemble, nous mangeons même ensemble. Donc, mais lorsqu'il faut parler politique, chacun rejoint sa chapelle. Alors, les statistiques parlent, madame, lorsque je dis que je suis sûr, déjà en termes d'occupation de terrain, je vous ai dit tout à l'heure qu'en Kola Famba, nous avons 32 sous-sections. J'ai 88 comités de base. Plus de 200 cellules. Et notre objectif, c'est d'abord le fonctionnement de ces unités-là. Je suis un président qui peut appeler tous ces présidents de sous-section par leur nom. De la sous-section OGDPC, sous-section OF et sous-section OG. Parce qu'il faut connaître les acteurs. C'est d'abord ça. Parce que j'ai 88 comités de base, je ne peux pas les connaître tous, parce que là, ça commence à devenir un peu nombreux, mais je connais beaucoup d'entre eux. Et notre engagement, lorsque nous prenions la section, lorsque nous étions élus, c'était de faire fonctionner ces unités politiques. Et nous avions apporté quelque chose, c'est la délocalisation des meetings. Nous les faisons plus tous à la place des fêtes de Kola Famba. Nous sommes allés faire des meetings à Evondo, dans le groupement Evondo. Nous sommes allés en Kouabangla faire des meetings. Les meetings du 6 novembre, les meetings du 24 mars. Nous envisageons aller à Tinga. Nous été les problèmes de la route qui viennent d'ailleurs d'être un peu entretenus. Donc nous pouvons déjà aller là-bas pour faire aussi des meetings. Donc c'est pour vous dire que nous assurons le fonctionnement de ces unités-là. Et très récemment, avant la fin d'année, nous étions dans une tournée de conférences conjointes de sous-section. Sur 32, nous avions fait 18. Et dans les prochains jours, nous voulons redémarrer avec le reste qui va nous amener vers la conférence de section avant le 24 mars. Donc, quand je dis que un parti politique, pour l'instant, nous avons les assurances que nous pouvons gagner une élection en Kola Famba, c'est déjà nous appuyons sur cette organisation mise en place. Nous nous appuyons sur les statistiques que nous avions.
Et aussi, nous observons leur travail, qui est parfois plus un travail des réseaux sociaux qu'un travail de terrain. Oui. Lorsque vous parlez de tous ces partis-là, moi, je vais vous dire que leurs actions se limitent là au carrefour. Lorsqu'ils viennent là un samedi, ils s'habillent, ils balayent la route là pendant 1 heure de temps. C'est pas en balayant le carrefour quoi, pendant 1 heure de temps que vous allez gagner une élection. Et ils font ça, ils envoient dans tous les réseaux sociaux du monde et ils laissent donc croire aux gens qui font un travail efficace alors que bon, c'est pour cela que nous marchons avec eux aussi parce que nous savons qu'au-delà de tout, c'est des gens qui sont là juste pour justifier aussi leur présence sur le terrain politique et ils ne sont pas un problème pour nous en fait. Alors là, nous savons que vous êtes un jeune président, mais nous avons également cette jeunesse-là qui est de plus en plus désenchantée par le politique actuel, on va le dire ainsi. On le voit naturellement sur les réseaux sociaux, on le voit sur les médias, de la jeunesse qui crie carrément aux abois par rapport aux différentes actions menées par l'homme politique. Comment comptez-vous, vous en tant que président, donner aux jeunes l'envie de s'engager ou alors de se réengager dans des différentes formations et quelle place vous allez leur donner dans votre stratégie politique pour peut-être l'échéance à venir? Alors, pour bien répondre à votre question, madame, j'aime pour ce genre de questions, je n'aime pas trop faire dans la langue de bois. J'aime pour ce genre de questions faire d'abord un constat. Oui. Le constat est que vous dites que je suis jeune, mais ces jeunes-là me considèrent plus trop comme jeune. Hein. Ils estiment déjà que vous faites partie de la bande des vieux. Effectivement. Bon, je ne sais pas, peut-être comme j'ai aussi trop de cheveux blancs, je ne sais pas. Donc, ils estiment que... Donc, c'est pour dire en réalité que ceux qui nous considèrent encore jeunes, Oui. et nous avons nos petits frères là qui estiment que nous-mêmes déjà, on devrait déjà libérer la place. Oui. Parce qu'ils sont nombreux. Donc, si vous pensez donc que moi, à mon niveau, s'ils me considèrent déjà comme vieux, vous pouvez imaginer ce que ces jeunes représentent. En fait, je montre cela pour dire que il y a une très grande jeunesse qui nous suit et qui nous observe et qui nous fait pression nous-mêmes déjà, nous qui sommes déjà responsables au niveau de ces organes de base. Donc, le premier travail que nous faisons avec eux, c'est beaucoup plus le dialogue. Parce que c'est une jeunesse qui a beaucoup de préjugés. C'est une jeunesse qui nourrit beaucoup de frustration, parfois non justifiée. Et c'est davantage une jeunesse qui a besoin d'être en confiance. Il faut la mettre en confiance. Et nous la mettons en confiance en leur disant déjà que il faut qu'ils sachent qu'ils ont un rôle à jouer. Quand on voit les statistiques de la population camerounaise, ils représentent énormément ces jeunes de moins de 30 ans et autres. Donc ils ont un rôle à jouer, même à la prochaine élection. D'ailleurs, certains surfent dessus. Je crois que il y a un compatriote qui a fait de la jeunesse un programme politique. Parce qu'il sait sur quoi ils savent. Parce qu'il sait bien que cette jeunesse-là, si elle s'inscrit massivement, elle peut, d'une manière ou d'une autre, apporter une contribution. Donc, nous apportons beaucoup de sensibilisation. Nous essayons d'intégrer à tous les niveaux tous ceux qui qui veulent s'engager. Je pense que dans mon bureau de section et DPC, quand vous me voyez marcher, je suis plus avec les jeunes que ceux qui ont même été élus. Parce qu'ils n'ont, certains ne sont jamais disponibles, certains aînés ne sont jamais disponibles. Donc moi, je fonctionne avec ces jeunes-là parce que je leur dis que... Les jeunes disponibles, les jeunes engagés, les jeunes qui sont confiants de leur gouvernement, de leurs autorités, de leur pays. Je les intègre à tous les niveaux. C'est d'ailleurs dans cette logique que nous sommes prêts et nous continuons à créer les comités de base. C'est-à-dire qu'il suffit que les jeunes me saisissent là pour dire qu'ils sont déjà nombreux dans tel secteur. J'arrive, je crée un comité de base. Parfois même en contradiction avec l'ambition des présidents de sous-sections locaux. Donc pour dire qu'il faut les intégrer, il faut les rendre responsables, ces jeunes-là. Et maintenant aussi, il faut... Ce que nous faisons, c'est que nous continuons à plaider pour que déjà les élites, parce que ce concept d'élite-là, il faut qu'on donne un peu un contenu à ça.
comme je vous ai dit, je dis à Nkola Famba que tous ceux qui ont apporté quelque chose aux jeunes sont des élites. Vous avez du point de vue intellectuel, du point de vue scientifique, du point de vue même des moyens financiers, moyens matériels, du point de vue du lobbying, parce que ça existe aussi, trouver des opportunités, les offrir aux jeunes. Vous êtes des élites. Et il faut donc créer ce dialogue-là entre ces élites et ces jeunes. Et c'est ce qu'il faut davantage faire pour mettre les jeunes en confiance. Il faut que les jeunes sentent que des aînés dont ils croient être je peux dire quoi, les conséquences des frustrations, que de ces aînés-là, ils peuvent plutôt recevoir des opportunités, des appuis, et qu'un lien de confiance donc puisse régner et puisse surtout se consolider. D'accord. Vous avez mentionné la notion d'intégration un peu plus haut. On aimerait savoir, vous êtes au courant que plusieurs jeunes ressortissants du NOZO, suite à la récente crise anglophone, ont atterri ou ont trouvé logement et campement dans la MOFOF. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Alors, comment est-ce que vous avez intégré ces jeunes-là dans vos différentes réformes politiques pour qu'ils puissent apporter leur pierre à l'édifice quant à la notion politique, généralement? Alors, il y a d'abord une réalité, un constat qu'il faut faire, c'est que ces jeunes compatriotes qui viennent de ces régions-là, la plupart qui sont installés chez nous ont d'abord des problèmes d'installation, des problèmes à survivre. Donc, ils sont davantage, pour l'instant, intéressés aux activités qui leur font gagner un peu d'argent. Il faut qu'ils s'installent et qu'ils aient des revenus pour commencer à regarder les autres aspects de la vie. Donc, ici, là, nous observons comment ils s'occupent eux-mêmes déjà. Vous voyez, depuis un certain temps, nous observons qu'il y a beaucoup de tomates. En quoi, ça se vend dans des cantins, là. C'est eux, ce sont ces compatriotes-là qui cultivent ces tomates partout. Donc, ils ont besoin d'avoir accès aux terres. Je peux vous dire, dans mon village, ils sont nombreux qui font ces cultures-là. Les gens leur louent le terrain. Il y a même des parents qui leur offrent gratuitement. Parce que leur main-d'œuvre aussi est très disponible, du fait peut-être de leur vulnérabilité. Donc, c'est pour dire que nous n'avons pas de soucis. Notre seule prière, parce qu'au-delà de tout, nous sommes des chrétiens, c'est que cette guerre-là prenne rapidement fin, afin qu'ils puissent retrouver leur équilibre d'antan, pour ceux qui veulent rentrer, qu'ils puissent avoir l'occasion de rentrer chez eux, en fait, dans leur village de naissance ou d'origine. Pour ceux qui veulent rester, qu'ils continuent à vivre avec moins d'angoisse, sachant que les conséquences ou les images qu'ils vivent ressortissant de leur village, qu'ils ne les vivent plus, qu'ils ne les regardent plus. Donc, et comme je vous disais tout à l'heure au plan politique, moi je ne pense pas qu'il ne faut pas intégrer les gens pour intégrer. Pour l'instant, ces jeunes-là, comme je vous ai dit, ils s'occupent à leurs activités pour avoir un peu de revenus. Maintenant, s'ils s'intéressent au RDPC, je ne vais pas les intégrer parce qu'il faut les intégrer. Je vais leur demander de travailler d'abord à la base. De travailler à être des leaders légitimes, de manière donc à être cooptés pour entrer, par exemple, au conseil municipal ou autre. Vous savez, le RDPC, je continue à le dire, c'est une erreur de penser que il faut mettre des gens dans les listes juste parce qu'il faut représenter telle ou telle communauté. Il faut mettre des gens dans des listes parce qu'ils peuvent apporter quelque chose le jour des élections, ou ils peuvent mobiliser des gens le jour des élections. D'accord. Alors là, on aimerait savoir quel est le moyen, si ce n'est l'unique, le moyen le plus utile pour pouvoir faire entendre sa voix ou alors faire retentir sa voix dans une formation politique. Le moyen le plus utile, c'est le leadership et la légitimité. Moi, je pense que de plus en plus aujourd'hui, on assiste à des leaders qui n'ont aucune légitimité. Bon, des leaders aussi que vous construisez, vous les médias, parce que lorsque quelqu'un passe dans 10 chaînes de médias tous les dimanches, il pense qu'il a déjà construit cette légitimité. Donc,
Moi, je pense que pour être un leader aujourd'hui, il faut d'abord construire une certaine légitimité. Il faut être né quelque part. Je dis né quelque part au sens politique. Oui. C'est-à-dire que vous avez été porté par un certain échantillon d'hommes politiques, du fait de votre leadership, du fait de votre charisme, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui comptent à ce niveau-là. Il faut appartenir à une base. Oui, et maintenant, il faut adhérer à un parti politique. Vous savez, le RDPC est une formation politique formidable. C'est-à-dire que déjà par son assise, ça offre beaucoup d'opportunités, de légitimité à certains. Mais sauf que certains, quand ils n'y travaillent plus pour cette légitimité-là. Ils pensent que c'est un acquis alors que ce n'est jamais un acquis. D'accord. Nous comprenons que vous nous vantez le parti de la flamme. Mais jusqu'à ce niveau, nous aimerions savoir, pour le jeune, qu'il soit réfugié, qu'il soit, je veux dire, de l'Ouest, peu importe, que le jeune de la Nofo Famba qui aimerait apporter sa voix à votre patron politique, quelle est la démarche à suivre? Qu'est-ce qu'il va faire? Par exemple, lorsqu'on sera en octobre très prochainement, qu'est-ce qu'il fera pour pouvoir vous apporter sa voix? Alors, je vous disais tout à l'heure que le parti est organisé, c'est-à-dire que le RDPC est organisé, de la cellule, au comité de base, sous-section, section. Exactement. Ça, c'est au niveau de notre unité politique. Donc, tous les jeunes qui ne sont pas encore là ou qui souhaitent être là, ils sont invités à se rapprocher des présidents de comité de base, des présidents de sous-section et autres, qui sont des jeunes aussi comme eux. Parce que il y a des présidents de comité de base OJ, il y a des présidents de sous-section OJ et il y a un président de section OJ RDPC. Et comme moi je vous ai dit, moi au niveau de la section, je suis sans distinction, que ce soit OJ, OF ou RD, je travaille avec tout le monde. D'ailleurs, lorsque nous sommes élus par ces 3 organes. Donc, je dis ici et je profite de votre média, de votre télévision pour dire toute mon ouverture à tous ces jeunes-là qui installés en Kola Famba, qui veulent travailler dans la perspective des prochaines élections pour le renouveau, qu'ils viennent. Mon numéro de téléphone est ouvert. Moi-même, je suis un homme ouvert. Je suis toujours dans les bars, les carrefours. Comment s'inscrit dans les listes? Alors, maintenant, s'inscrire sur une liste n'est pas forcément travailler pour le haut renouveau. D'accord. Alors, et là, il y a une stratégie que nous avons mise en place là-dessus parce que je ne vais pas aller inscrire des gens dont je ne maîtrise pas leurs ambitions politiques, ne serait-ce que du point de vue du vote. Donc, nous avons une stratégie d'inscription ciblée qui se fait en concertation avec les sous-sections et les comités de base. S'ils veulent s'inscrire, qu'ils nous contactent, nous allons organiser les inscriptions avec... en fait, sous la houlette de l'ECAM, parce que ce n'est pas nous qui inscrivons. C'est l'ECAM qui inscrit, il faut le dire. Mais nous, pour s'inscrire, donc, nous allons les accompagner, nous allons mobiliser l'ECAM parfois pour faire le tour, ainsi de suite. Mais ce tour-là, parfois, se fait dans l'anonymat. Parce qu'il suffit d'installer un bureau d'inscription à l'ECAM sous la coupole du RDPC. Tous ceux qui viennent s'inscrire là, vous ne les maîtrisez pas. Donc, nous faisons une inscription bien réfléchie. Mais... Je sais, je ne fuis pas votre question. Vous voulez parler de ces jeunes-là qui veulent les cartes d'identité, qui ont des problèmes d'acte de naissance. Je pense que par le passé, la hiérarchie a apporté un grand soutien dans cette affaire-là. Je pense qu'il faut toujours interpeller. Nous continuons à interpeller la hiérarchie parce que ça demande beaucoup de moyens, madame. Faire un acte de naissance aujourd'hui hors délai, ça coûte quelque chose. Parce que un acte de naissance hors délai, ça suppose un document que fournit ce qu'on appelle un certificat d'âge apparent. Ça demande un timbre, ça coûte quelque chose. Pour, au niveau de la justice, les coûts, les frais de justice... dans une évaluation faite dans mon domaine professionnel, ici dans la région du centre, aussi entre 10 000 et 20 000. Donc, vous imaginez donc pour un seul électeur, si c'est déjà pour faire un acte de naissance, il faut déjà débourser pas moins de 25 000.
Maintenant, si on ajoute au coût actuel de la carte d'identité, nous serons à près de 40 000. À dire que votre parti peut se passer de ceux qui n'ont pas les moyens pour non, c'est pour vous dire que lorsque les gens interpellent les leaders politiques sur cette affaire de délivrance des actes et des cartes nationales d'identité, pour un seul électeur, nous ne sommes pas à moins de 30 000 francs. Lorsque les coûts ne sont pas négociés, il n'y a pas de facilité. Alors, vous comprenez donc que s'engager sur cette voie-là, c'est un suicide, entre guillemets, pour un acteur. Le mieux, c'est de laisser cette peut-être non, majorité. Ce que nous avons, si nous avons d'ailleurs une suggestion à faire dans ce domaine-là, c'est de continuer à encourager les pouvoirs publics qui sont en train de faciliter cette affaire. Vous avez vu la nouvelle loi régissant portant enregistrement des faits d'état civil au Cameroun. Il y a beaucoup de facilités qui ont été apportées désormais dans l'enregistrement des faits d'état civil, donc dans la délivrance des actes. La grand-mère qui est à Tinga, même avec cette facilité, elle ne s'en sort pas, pourtant elle veut voter. Elle veut voter, il faut dire que la grand-mère qui est à Tinga chez moi, forcément, n'a pas trop de problème de vote, parce qu'elle est déjà inscrite. Et lorsqu'elle est déjà inscrite, même si elle a perdu la carte d'identité ou l'acte de naissance, le jour du vote, il suffit qu'elle se fasse identifier. Elles ont parfois même les cartes de baptême qui permettent d'identifier quelqu'un. Mais il est recommandé que lorsqu'on a perdu sa carte, qu'on se rapproche de l'ECAM, ou alors le moment venu, qu'on vienne avec sa carte d'identité pour voter. Donc, c'est pour vous dire que, madame, c'est un problème réel, ce que vous posez comme préoccupation. Et nous pensons plutôt que c'est de la responsabilité des pouvoirs publics de faciliter ces choses. Et d'ailleurs, c'est en train d'être fait par les pouvoirs publics sur la haute impulsion du chef de l'État. D'accord. Alors, comment réagissez-vous aux différentes attentes des militants quant à la prochaine réunion, si je peux l'appeler comme ça, électorale au Cameroun, celle d'octobre, naturellement? Quelles sont les initiatives, quelles sont les perspectives, vous en tant que président de section RDPC, dans la Mefouafamba? Alors, je pense que la grande attente d'abord, c'est la candidature ou non de notre candidature effective. Permettez-moi d'ajouter effective parce qu'il est déjà candidat. De par les textes du parti, le président de la République, Sorsan Paul Biya, est le candidat statutaire du parti. C'est-à-dire que même s'il ne le dit pas, le moment venu, il suffit juste que les responsables en charge de constituer souvent le dossier, constituent le dossier et le déposent. Il sera le candidat, de par les textes du parti. Mais dans son élégance politique, il a toujours pris la peine de dire aux citoyens s'il est candidat ou pas. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui fonctionne par embuscade. Donc, la première grande attente, c'est d'abord la candidature de notre champion. Est-ce qu'il est candidat ou pas? Moi, je ne lis pas dans les boules de cristal. Je sais que le moment venu, il nous dira s'il est candidat ou pas. Pour l'instant, nous travaillons davantage à préparer la victoire du candidat du RDPC. Parce qu'il ne faut pas aussi faire la langue de bois dessus. À tout moment, le président de la République peut décider de ne plus être candidat. Il faudrait que le RDPC soit prêt. Nous, en tant que jeunes, on serait très déçus de voir que si le président de la République dit qu'il part au village, comme il a dit, et que le RDPC se comporte comme certains partis qu'on a vus dans d'autres pays, je vous dis que ça serait ma plus grande déception. Parce qu'on aura investi notre énergie en tant que jeunes dans ce parti-là pour voir le moment venu, certains aînés, le bâcler, tout cela, parce que tout simplement, le champion qui était là a dit qu'il se retirait. Vraiment, ça sera la plus grande déception de la jeunesse du RDPC. Donc pour nous, la plus grande attente, c'est d'abord ça. Maintenant, le reste, c'est que vous savez que lorsque Paul Biya est candidat, c'est une élection. Lorsqu'il ne le sera pas, je suis sûr que ça sera une autre élection. Donc pour l'instant, notre grande attente, c'est d'abord sa candidature. Merci. Pour sortir rapidement, accepter la question de la rédaction de l'Instili. Vous avez été pour quelques mois adjoint au maire, premier adjoint au maire. Oui. Aujourd'hui, vous êtes président de section. Oui. Quant aux prochaines municipalités, est-ce que vous avez tenté le coup d'être une fois de plus maire de la commune de Mefouafamba ou alors on reste sur cette note? Alors, madame, vous savez,
Cette question-là, vous n'êtes pas la première à me la poser. Je pense qu'une ambition politique, elle est liée d'abord à un contexte de ce moment-là. Donc, au moment de cette élection, il y aura certainement un contexte qui va prévaloir et qui va beaucoup influencer. Une ambition politique aussi liée aux ressources qu'on peut mobiliser. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que certains pensent que la création des partis politiques est un jeu. Il faut véritablement... Donc, pour moi, pour l'instant, je travaille comme président de section EDPC. J'ai déjà été maire. Je dis d'ailleurs à mes amis que si c'est maire, moi je l'ai déjà été. Hein. Ça figure dans mon CV. Ça ne pourra plus jamais quitter que j'ai été 9 mois premier adjoint maire. Donc voilà, Famba. Alors, quant à 2026, parce que c'est une élection certaine, oui. Le moment venu, on verra. Hein. On verra. Je n'ai pas véritablement une idée claire de... Encore moins net, je sais pas. Encore moins précise, je ne sais pas quel qualificatif vous voulez encore. Pour l'instant, de manière sincère, je n'ai pas une idée claire de quelle serait ma position à l'élection municipale de 2026. Je sais tout au moins que dans mon village, d'où je suis ressortissant, oui. Je suis conseiller municipal. Et dans ce village-là, les gens continuent à beaucoup me porter. Et beaucoup continuent à me dire que, président, tant que tu veux cette affaire, nous, on te la donnera. Oui. Donc, vous comprenez donc que dans mon village, tant qu'on va continuer à me porter comme conseiller municipal, je serai conseiller municipal. Parce qu'on peut bien être conseiller municipal sans être maire. Donc, et pour être maire, il faut aussi être conseiller municipal. Attendons donc le moment venu et vous aurez certainement la réponse. Monsieur Raoul Bongodon, merci d'avoir partagé avec nous vos expériences, naturellement, vos défis, votre vision et vos réflexions sur les différents enjeux politiques électoraux à venir. C'est un réel plaisir pour la rédaction de vous recevoir cet après-midi. À vous, chers téléspectateurs, continuez naturellement de réagir, de vous questionner, surtout de vous informer sur la question politique au Cameroun, car elle va nous permettre de redynamiser ce pays. Quant à nous, on se retrouve forcément la semaine prochaine pour un autre électeur, je vais dire un autre élu, dans le cadre de notre émission Vision d'élu. Restez connectés car 19h30 sur le journal.